Merci beaucoup. Alors, écoutez, on va être maintenant à la deuxième portion de notre avant-midi, qui est une conférence qui se veut bien sûr inspirante, on le pense en tout cas, autour de la gouvernance, le participatif et de la résilience face aux impacts des changements climatiques. Donc, on a deux invités. Geneviève Lemoine, qui est la directrice depuis 2012 du comité ZIP Gaspésie, qui a 2 bacs en biologie et en enseignement des sciences au secondaire, notamment. Et elle sera accompagnée de Jean-Sébastien Bourque, qui est directeur de l'urbanisme à la ville de New Richmond, qui, lui, a un baccalauréat en profil biotechnologie et environnement et d'une maîtrise en génie chimique. Donc, c'est des gens qui sont bien au fait de ce qu'ils vont nous présenter, je pense. Vous avez eu dans votre guide là, du participant, je vous le mentionne maintenant, une espèce de grille d'écoute active, on appelle ça comme ça pour dire avec quelles oreilles on vous invite à écouter ce que vous allez, si vous allez écouter. Donc, c'est quoi les idées qui sont intéressantes dans ce que j'entends, qui pourraient être peut-être transposables chez nous, que j'aimerais partager à d'autres, peu importe. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est la première colonne. Vous pouvez noter ça, vous pouvez mettre ça n'importe où, dans votre tête, écrire, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que ça vous soulève des questions, des préoccupations? Et si vous dites, oui, moi, je trouve ça super, mais on aurait besoin de ça pour pouvoir avancer là-dedans. Qu'est-ce que c'est là, vos besoins pour pouvoir faire un prochain pas? Fait que c'est nos 3 colonnes parce que dans l'atelier qui va suivre, on va discuter autour de ces 3 éléments-là. Donc, c'est pour ça que je vous le mentionne maintenant. Alors, Madame Lemoine, Monsieur Bourque, je vous invite à ouvrir votre microphone. Comme je ne vous vois pas encore, mais je vais vous voir bientôt. Je vais aller vous chercher quand vous allez parler. Je suis là. Bon, parfait. Alors, je pense que c'est vous qui allez partager vous-même votre écran, si j'ai bien compris. Non, je prenais le contrôle, mais je ne partageais pas l'écran. Ben, je peux Oui, bon, ça s'en vient. Je ne suis pas prête. Non, ben c'est bon, ça s'en vient. Vous pouvez peut-être nous dire bonjour en attendant. Bonjour, Mme Lemoine. Enchantée. Est-ce que M. Bourque peut activer son microphone lui également? Bonjour. OK, parfait. Bonjour. Donc, je vais vous changer de place. Je vais vous mettre juste à côté de Mme Lemoine pour mon écran à moi. Ça va m'aider. Alors, à vous, messieurs, dames. Bien, bonjour tout le monde. Je vais commencer. Je me présente Jean-Sébastien Bourque, donc je suis le directeur de l'urbanisme à la ville de New Richmond. On est ici aujourd'hui, je suis avec Geneviève Lemoine du comité ZIP. On est ici pour vous parler du projet de gouvernance participative, résilience face au changement climatique dans la baie des Chaleurs, donc qui est un projet, on peut peut-être changer la diapositive. Je vais l'avoir. Ah, voilà. J'ai le même problème que Julie, c'est bon? Regarde, on va l'avoir. Alors, juste vous dire pour les présentateurs, je vais vous dire, quand vous cliquez en bas à gauche, là, vous avez en gris pâle des petites flèches qui se montent. Si vous êtes mieux de passer par là, c'est beaucoup plus fiable. Voilà. À vous, monsieur. En bas, oui, là, justement, là, vous avez la petite flèche pour passer d'une diapo à l'autre. Juste en bas de l'écran, c'est gris pâle, 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 là. Juste en dessous de votre flèche. Du tout. Juste en dessous de votre flèche. Vous le voyez pas? C'est le mute qui est là. Je ne peux pas le faire, c'est mon mute. Ah, OK. Sinon, voilà. OK, allez-y, monsieur Bourque. Oui, donc c'est ça. C'est un projet là, qui est financé par le gouvernement du Québec via le défunt fonds vert, excusez-moi. Donc, on a été chercher du financement pour c'est un programme qui est en collaboration donc avec ces 4 municipalités de la baie des Chaleurs, en fait, qui sont New Richmond, Maria. Ben, on va en parler un petit peu plus loin. En fait, on reviendra sur les partenaires du projet un peu plus tard. Donc, c'est financé par le gouvernement du Québec avec divers partenaires. C'est financé à 75% par le gouvernement du Québec. Le reste du projet est financé par les différents partenaires là, à part plus ou moins égal, là, à peu près tout, en fonction de notre implication dans le projet. Plan de la présentation. Donc, on va vous présenter un peu la problématique, pourquoi on a décidé de déposer un projet de gouvernance participative, résilience au changement climatique dans la baie des Chaleurs. On va ensuite vous parler là, des solutions qui ont été envisagées. Qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire, les leçons qu'on tire un peu de notre expérience jusqu'à maintenant. Pour vous donner une idée, c'est un projet là, qui est à la fin de sa 2e année d'existence. Il nous reste 1 an encore sur un projet de 3 ans.
Donc, la problématique, on a des jolies photos qui ont été prises dans notre municipalité voisine de Carleton-sur-Mer. Donc, on a ici le quai de Carleton lors des grandes marées de 2010, ainsi qu'un petit bâtiment là, qui se trouvait à proximité du camping, je crois que c'est ça, à proximité du camping à Carleton-sur-Mer. Lors des marées de 2010, la Gaspésie a été durement touchée, incluant la baie des Chaleurs. Donc, on est surtout côté nord, côté Sainte-Luce, tout ça qui a été durement touché. Puis, on a une bonne partie de la baie des Chaleurs aussi. Là, on a eu ça assez solide, les grandes marées de 2010. On a une problématique donc qui a été déterminée les citoyens se sont rendus compte à ce moment-là là, nous aussi, les changements climatiques, l'érosion côtière, ça nous touchait fortement. On a de la submersion, aussi des problèmes de submersion côtière, des tempêtes, des problèmes des tempêtes. On a eu plusieurs études qui ont été faites jusqu'à maintenant, entre autres par en fait, à partir de 2010, là, le gouvernement du Québec a financé là, plusieurs recherches, entre autres avec l'UQAR, le groupe Uranus aussi, là, qui a fait des études approfondies. Il y a eu plusieurs études et il n'y a pas eu beaucoup d'actions qu'on trouvait qui avaient été appliquées. Puis, en fait, la principale action qu'on a eue, nous, dans la baie des Chaleurs, c'est qu'on a hérité d'un cadre normatif sur l'érosion côtière qui, en fait, après 2010, il y a eu des études. La première mouture là, du cadre normatif a été publiée vers 2014 à peu près. On a ensuite eu, le temps que ça rentre dans le schéma d'aménagement des MRC, ça a rentré environ vers 2016. Puis nous, vous voyez, à New Richmond, le cadre normatif sur l'érosion côtière a été rentré dans notre règlement de zonage autour de 2018, début 2018. Donc, cette réglementation-là nous donne beaucoup d'outils, nous donne beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Ça nous donne une constance, là, dans une uniformité dans toute la baie des Chaleurs qui nous permet là, d'avoir une réglementation uniforme. Cette nouvelle réglementation-là, par contre, n'est pas venue avec des fonds pour gérer la problématique. Ce qui fait qu'on a eu nous, en tant que municipalité, on s'est retrouvés à devoir faire appliquer une réglementation qui souvent ne faisait pas nécessairement l'affaire des citoyens. On s'est rendu compte que beaucoup de citoyens, en général, il y en a beaucoup qui ignorent la réglementation, puis il y en a beaucoup aussi que quand ils ont une problématique, ben, ils ne savent pas quoi faire, puis c'est un peu normal parce que ce cadre normatif-là vient rajouter beaucoup de contraintes, à la construction, puis 2, lorsque tu n'as pas le choix de faire quelque chose, ben, ça prend des études, ça prend des... on est encore là, sur la problématique, effectivement. Là. Il y avait une question... on est encore sur la même diapositive. C'est normal que ça n'ait pas changé. Donc, c'est un peu la situation dans laquelle on était, là, essayer de voir comment on pouvait aider nos citoyens à aller à s'approprier la réglementation existante, puis aussi comment on pouvait, en tant que municipalité, aider nos citoyens là-dedans, puis comment on pouvait aussi prendre le lead, puis voir ça allait être c'est quoi les enjeux face au changement climatique qu'on s'attend d'avoir dans les prochaines années. Suite à ça, ben, est venu le programme Climat Municipalité, qui est une enveloppe de 35 millions de dollars du gouvernement du Québec, qui est géré par le ministère de l'Environnement, de lutte sur le changement climatique. Ça nous a permis d'avoir un passage à l'action des municipalités. En fait, un des objectifs de ça, c'est de permettre aux municipalités de passer à l'action contre les changements climatiques, renforcer l'innovation sociale. Il faut que ce programme-là aussi avait comme objectif de faciliter l'émergence de solutions concrètes et reproductibles. Nous, au niveau de ce projet-là, on a réussi à avoir un financement d'environ 380 000 $ pour aller faire notre plan de gestion, notre stratégie d'adaptation au changement climatique, en fait, là, puis les programmes qui venaient avec. Pourquoi 4 municipalités? Ben, en fait, c'est les municipalités voisines. On n'est pas toutes des municipalités qui se touchent, c'est-à-dire que Carleton-sur-Mer, Marion, New Richmond sont adjacentes. Puis, on a la municipalité de Bonaventure là, qui est un peu plus à l'est. Par contre, les 4 municipalités qu'on a sont les 4 principales. Je vous dirais pas mal les plus gros pôles d'habitants là, dans les MRC d'Avignon et Bonaventure.
dans le fond, la limite entre les deux MRC là, se situe entre Maria et New Richmond. On a choisi ces 4 municipalités-là, en fait, parce que les 4 municipalités étaient prêtes à aller de l'avant, à prendre des actions concrètes face au changement climatique. On voulait commencer à regarder c'était quoi nos avenues. Puis aussi, on avait eu dans le passé là, plusieurs belles collaborations dans plusieurs dossiers, c'est-à-dire, entre autres, on a des ententes là, au niveau de la gestion des déchets, au niveau des parcs éoliens également. Là, on a des. Ce ne sera pas long, donnez-moi 2 secondes. Oui, c'est ça, on a des collaborations de ce côté-là. Puis, on est aussi interdépendants beaucoup, c'est-à-dire qu'on a un réseau routier qui vient toucher les 4 municipalités, c'est-à-dire la route 132 qui est notre accès principal et dans les 4 municipalités est à proximité des cours d'eau, de la baie des Chaleurs pour la plupart. New Richmond, on est un peu moins touché par cette problématique-là, mais ça reste qu'on est dépendant des autres municipalités, c'est-à-dire si le réseau routier il lâche à Maria, ben, c'est toute la région qui est dans le trouble, ce n'est pas juste Maria. Donc, c'est un peu une problématique régionale pour laquelle on voulait tous travailler ensemble puis voir c'est quoi les places principales qu'il faut agir, puis pas juste par municipalité, parce que si on le faisait chacun de notre côté, ben, on perdait beaucoup de notre capacité d'agir ensemble, justement. Donc, le projet qui a été bâti, on avait 4 objectifs principaux. Donc, c'est un projet pilote. Jean-Sébastien l'a dit tantôt, ça prenait un caractère innovant là, dans ce programme de financement-là. Donc, c'est un projet pilote où on veut améliorer la capacité des communautés à gérer leurs zones côtières en tenant compte des changements climatiques. Mais à l'intérieur duquel on implique les acteurs locaux, donc que ce soit les citoyens, les organismes de la société civile, ou les municipalités. Donc, on les inclut dans le processus de décision pendant tout le projet. Donc, sur les 3 ans, ils sont inclus dans le processus de décision. Bon, les changements climatiques, j'ai dit. Puis, l'autre volonté qu'on avait aussi, c'est d'utiliser les résultats des recherches scientifiques, donc de décloisonner un petit peu. Là, souvent, les universités et les centres de recherche font sortent de très, très belles données, mais qui ne sont pas nécessairement bien utilisées par le milieu. Donc, on voulait avoir ces centres de recherche-là comme partenaires dans le projet pour utiliser leurs données les plus récentes là, pour pouvoir agir à l'intérieur du projet. On utilise dans le projet ce qu'on appelle la co-construction, donc qui est une approche participative où on veut que les citoyens, les organismes, les entreprises, les employés municipaux et les décideurs fassent partie de la démarche. Ça a comme gros avantage qu'on a plein de belles expertises autour de la table qui ont une belle... qui s'entraident entre elles. Donc, c'est ça, le fait que l'opinion des acteurs soit considérée dès le début, ça fait que c'est un processus un petit peu plus long, mais qui a pour avantage que les gens donnent leur accord dès le début des démarches. Et donc, une fois que le plan d'action ou la stratégie va être finalisée, il va y avoir une meilleure mobilisation du milieu pour le mettre en place ensuite. Donc, pour réaliser le projet, il y a eu des ententes de partenariat qui ont été signées. C'est la Ville de New Richmond qui est le mandataire auprès du ministère de l'Environnement. Donc, la Ville de New Richmond a signé une entente avec les 3 autres municipalités pour réaliser le projet. Et elle a aussi octroyé un contrat au Cégep de la Gaspésie et des Îles, auquel est affilié le CIRAD, qui est un centre de recherche en développement durable, et le Comité Îles Gaspésie. Et il y a d'autres partenaires aussi qui ont accepté de participer au projet, donc le laboratoire de dynamique côtière de l'UQAR. On a la chance un peu en Gaspésie, le laboratoire avait fait beaucoup plus de travaux dans le passé dans la baie des Chaleurs que dans les autres MRC. Donc, on est un petit peu en avance là, sur les données qui sont en train d'être produites pour les autres MRC. Donc, ça nous fait un très bon partenaire. Les 2 MRC des municipalités touchées, donc Avignon et Bonaventure, et Steve Plante, qui est un chercheur affilié à l'UQAR et qui travaille régulièrement sur des projets d'adaptation climatique. Lui, il est plus en sciences sociales. Là. Oups, excusez-moi.
Donc, la stratégie d'adaptation au changement climatique, c'est le plus gros livrable qu'on veut sortir de ça. Donc, celui qui est le plus important pour les municipalités, qui se veut être un outil de planification de leur zone côtière, dans lequel on regarde les problématiques qui découlent des changements climatiques, mais pas juste au niveau de l'érosion de la submersion, mais vraiment de toutes les activités de l'administration municipale. Donc, on va aller chercher les opinions aussi des directeurs du récréo-touristique, du tourisme, etc. Donc, pas que la gestion de l'érosion côtière. La cogestion, je vous en ai déjà parlé, puis l'interconnectivité aussi entre chacune des municipalités. Jean-Sébastien, tantôt, vous en a parlé. Donc, on veut cibler les principaux risques, mais aussi les principales opportunités. Avec les changements climatiques, on en entend moins souvent parler, mais il y a des opportunités aussi qui se développent grâce au changement climatique. On voulait adopter une vision commune entre les 4 municipalités, puis prévoir une mise en œuvre à court, moyen et long terme de tout ça. Souris. Je vais l'avoir. Donc, le rôle de chacun des partenaires, ça a été important au début du projet de définir quel était le rôle de chacun pour ne pas en oublier des bouts, pour ne pas dédoubler, pour pas qu'il y ait de friction entre les différents partenaires. Donc, le CIRAD et le comité ZIP, on est les 2 organismes qui travaillent beaucoup à l'idéation du projet, aux techniques de concertation, à l'animation des concertations aussi. Le CIRAD est un centre de recherche, donc va beaucoup chercher du côté recherche et innovation, production d'outils et soutien aux communications. Du côté des municipalités, eux vont beaucoup nous aider au niveau de la concertation et de la vulgarisation, donc ils nous apportent leur expertise de ce côté-là. C'est elles qui sont responsables des communications, puis évidemment, ben, ça va être les acteurs de l'adaptation au changement climatique, donc ils sont très impliqués dans tout ce qui se passe de ce côté-là. Ensuite de ça, on a l'UQAL, les MRC, les ministères et les chercheurs, donc qui sont des experts qu'on va chercher de façon un peu plus sporadique dans le projet. Autant ceux qui ont vraiment accepté d'être partenaires que d'autres qui n'avaient pas été approchés quand on a monté le projet, mais qui collaborent avec nous, dans différentes étapes du projet. C'est des experts donc qui font beaucoup de transmission de l'information. Et citoyens et organisations de la société civile, donc qui participent aux ateliers qu'on fait et qui vont être eux aussi acteurs de l'adaptation. Donc, la structure qu'on a adoptée pour réaliser le projet, il y a un comité de gestion qui est composé d'employés du CIRAD et du comité ZIP, donc qui va réfléchir un peu à la stratégie à développer, mais qui va aussi prendre les idées qui ont été proposées par le comité de suivi puis essayer de les développer un petit peu, donc pré-mâcher un petit peu pour le comité de suivi puis prendre leurs idées pour les développer. Le comité de suivi, lui, est composé des 4 municipalités, des 2 MRC, du CIRAD et du comité ZIP. On fait une rencontre mensuelle à peu près pour faire un suivi de tout ce qui se fait voyons, faire un suivi de tout ce qui se fait. Je m'excuse, j'ai des pop-up qui m'arrivent. Puis, penser aux prochaines étapes aussi. Puis, les citoyens et organisations du milieu qui continuent de nous donner leur input aussi à l'intérieur du projet. On a 3 grandes catégories d'activités qu'on réalise à l'intérieur du projet et les 3 ont comme principal objectif d'améliorer les capacités du milieu à s'adapter au changement climatique. Donc, en comité de suivi, on évalue les besoins, puis c'est un projet où vraiment, ce n'était pas tout déterminé à l'avance, qu'est-ce qu'on allait faire. Là. On bâtit au fur et à mesure des besoins qui sont déterminés par les municipalités. Les séances de co-construction qu'on tente de faire avec les citoyens, je ne vous cacherai pas qu'avec la COVID, ça a été un petit peu plus difficile pendant la dernière année, mais c'est encore un de nos soucis principaux. Puis, on a tout un volet aussi de vulgarisation, sensibilisation, formation, autant pour les municipalités que pour les citoyens. Ce qu'on a réalisé pour l'instant, donc la première chose, c'est un peu bête à dire, mais la première chose qu'on a dû faire, c'est s'entendre sur la portée géographique du projet parce que la zone côtière, c'est très flou comme principe. Donc, théoriquement, c'est la zone où la mer a un effet sur la Terre et la Terre a un effet sur la mer. On ne peut pas
il n'y a pas de définition officielle plus que ça. Là. Donc, on a regardé les cartes des municipalités puis on a vraiment déterminé la portée du projet. Ensuite, on s'est entendu sur vision, but, objectif commun. Puis, la première action qu'on voulait faire pour les citoyens, c'était de créer un site Internet, donc adaptationcôtièrebdc.com, où on met de l'information scientifique et aussi de l'information sur le projet qu'on mène. On est en train de développer un outil de vulgarisation sur le cadre normatif. Donc, Jean-Sébastien, tantôt, disait que c'est une belle bébête noire pour les citoyens. Donc, on est en train de créer un outil cartographique où les citoyens vont pouvoir aller cliquer sur leur terrain à eux puis voir qu'est-ce qui est possible ou pas de faire. Évidemment, il va falloir qu'ils soient accompagnés par les municipalités après, mais ça va quand même leur donner une belle idée de base. Puis, on travaille en parallèle à tout ça sur la stratégie dont on est encore en train de sortir impact, opportunités actuelles et potentielles des changements climatiques, puis les enjeux qui sont à développer. La souris ne veut toujours pas. Oups. Ça, c'est beau. Co-construction. Donc, dans la première année du projet, on a fait une séance municipale où les 4 municipalités étaient invitées. On a parlé des enjeux locaux, mais aussi des forces et des défis des équipes municipales qui sont en place. Donc, pour essayer de voir comment on pouvait travailler en synergie avec les 4 municipalités. Puis, on a fait aussi des séances citoyennes, donc une séance par municipalité où on a regardé les acquis à protéger, les menaces qui pèsent sur les acquis et les éléments qui ont du potentiel de développement. En principe, il vous resterait 1 minute. Si je vous redonne un autre 5 minutes, êtes-vous correct? Maximum, on a presque fini. Parfait. Non, c'est bon, je ne veux pas vous rusher. C'est important que vous nous donniez toute cette information-là. On en a besoin. On est dans le cœur de l'affaire. C'est bon. Parfait. Donc, côté vulgarisation, sensibilisation, formation, donc pendant la 2e année, on en a fait beaucoup plus, vu qu'on a lâché un petit peu que la co-construction, on s'est plus enligné vers ça. Donc, pendant les séances qui ont eu lieu, on a fait une formation aussi sur les changements climatiques. Ce soir, on a une formation qui est donnée en visio par des chercheurs de l'UQAR sur la formation des glaces, puis qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques, c'est quoi les impacts pour notre territoire. Donc, si jamais vous vouliez y assister, vous allez trouver l'information sur le Facebook de tous les partenaires du projet. Ensuite de ça, on essaie de voir si ce serait possible d'avoir une formation avec le MTQ sur la prévision du renouvellement des infrastructures. Donc, le MTQ qui a ses routes principales dans l'Est du Québec qui longent le Saint-Laurent. Donc, on essaie de voir si ils seraient prêts dans leur démarche à eux là, à venir nous parler un petit peu de leur façon de faire. L'été dernier, on a fait un parcours de dynamique côtière où on a invité les citoyens à venir sur le terrain avec nous, puis on faisait de l'interprétation de la dynamique côtière avec eux pour leur expliquer un peu les processus qu'on pouvait observer. On a créé une chronique dans les journaux municipaux, puis la semaine prochaine, on a aussi une formation qui va être donnée pour les municipalités puis les entrepreneurs ingénieurs là, sur des installations portuaires résilientes au changement climatique. Et ce qu'il reste à faire, c'est à toi, Jean-Sébastien. Bonjour. Donc, c'est ça, il nous reste encore plusieurs étapes à réaliser. Là. En fait, l'appréciation des risques, l'identification des risques, classification, priorisation par les intervenants locaux. On a déjà une partie du travail de fait, mais on veut s'assurer là, que la classification, la priorisation des risques déterminés, ça correspond à ce que les citoyens puis les utilisateurs du milieu voient comme usage, comme risque. On veut prioriser des options pour gérer des risques reconnus, notamment en utilisant des opportunités. Donc, élaborer aussi des plans, des critères de suivi, évaluation. Donc, voir notre plan qu'on va mettre en place, notre stratégie. Comment on fait pour savoir s'il est efficace, puis comment on fait pour en faire le suivi. On veut aussi assurer la cohérence du plan avec les documents juridiques et politiques existants, c'est-à-dire mettre à jour les règlements municipaux si besoin est, les schémas d'aménagement, donc s'assurer que c'est conforme avec les schémas d'aménagement, aussi avec les règlements, donc quand je disais les règlements municipaux et les plans d'urbanisme. C'est qu'il va être quelque chose sur plusieurs années, évidemment. Produire puis mettre en œuvre le plan qu'on va faire, donc il n'est pas finalisé.
Et puis ensuite, on va avoir plusieurs ateliers citoyens à faire donc, pour valider les stratégies et la priorisation qui va nous rester à faire. Finalement, formation sur les milieux humides qui sont prévues, 2 formations pour les municipalités qui sont encore à déterminer. Donc, on avait prévu faire un certain nombre de formations pour les citoyens, pour les municipalités. Donc, on sait qu'on va en avoir une sur les milieux humides. On a 2 pour les municipalités qui sont encore à déterminer, puis une pour les citoyens. On va l'avoir. Puis, finalement, on a eu plusieurs possibilités, défis de travailler à plusieurs. Comme je disais, là, ça permet d'avoir une uniformité face aux enjeux des changements climatiques dans l'ensemble du territoire, ce qui est la grosse force du projet, selon moi. On a quelques municipalités là, qui n'ont pas participé au projet. En fait, on espère que notre stratégie d'adaptation va être adaptable aux autres municipalités. C'est un des projets c'est un des objectifs du projet. On a aussi une synergie à agir à plusieurs. Là, ça, c'est indubitable. C'est sûr qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Le fait de travailler aussi à plusieurs municipalités, là, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance à la région. On voit qu'on n'est plus dans les années 70-80 où c'est que chaque municipalité avait sa problématique chez eux puis s'occupait juste de ce qui se passait dans les limites de son territoire. On voit cette problématique-là avec différentes infrastructures aussi. Là. On pense juste aux arénas qui doivent être remplacer chaque municipalité de la Baie-des-Chaleurs, on a notre aréna. C'est le genre de travaux que ça permet de jaser entre nous autres puis de voir que, oui, il y a lieu de prioriser une autre municipalité, même si ce n'est pas la tienne. Moi, si les conclusions de cette étude-là sont que les efforts devraient être mis pour protéger la route à Maria, regardez, quand il va y avoir des fonds qui vont être disponibles, c'est sûr qu'on n'ira pas faire, nous autres aussi, on va déposer un projet, puis on va avoir une entente. Quitte à ce que Maria n'ait pas de financement, là, un des objectifs de ça, c'est vraiment prioriser nos risques, puis voir comment on peut travailler régionalement à aller chercher les fonds nécessaires à notre survie. Fait que c'est un peu ça. Excellent. Merci beaucoup. Il y avait 2 petites questions, puis je vous dis tout de suite, je vais vous envoyer dans des ateliers dans quelques instants. Vous allez pouvoir aussi déposer vos questions, puis on va les ramener plus en bloc à Geneviève et à Jean-Sébastien tantôt, mais il y en avait déjà 2 qui étaient dans le clavardage. Je vais vous les poser maintenant, mais est-ce que la communauté Micmac de, je vais le dire mal, Guesquepec-Yag, probablement je l'ai très mal dit, a été incluse dans la co-construction 1. Puis la deuxième, est-ce que vos séances de municipalité se limitaient aux municipalités riveraines de la Baie-des-Chaleurs ou est-ce qu'il y en avait de l'arrière-pays? Alors, 2 petites questions, réponse rapide. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Oui, Geneviève, tu veux répondre? C'est moi qui se lance. Donc, Guesquepec-Yag ne sont pas impliqués comme tels dans le projet, mais ils sont au courant du projet puis ils ont été invités à participer à certaines activités. Puis sinon, la deuxième question que j'ai déjà oubliée, mon doux. Arrière-pays. Une par municipalité, est-ce que c'était juste celle de la Baie-des-Chaleurs où il y avait des gens d'arrière-pays aussi? C'était que la Baie-des-Chaleurs. La Gaspésie est très différente du Bas-Saint-Laurent dans le sens où 90% des municipalités sont sur le bord de l'eau. Donc, on n'a pas beaucoup de municipalités à l'arrière-pays. On a quelques citoyens qui ont voulu participer, là, mais c'était vraiment pour les citoyens. Les municipalités. C'est parce qu'on relevait le risque de débordement des principales rivières, puis là, mémoire de la coupure en 2020 de la transe gaspésienne, c'était pour ça la question au fond, c'est qu'il y avait ça derrière, voilà. Donc, non, pas pour l'instant, on était plutôt sur, voilà. Ouais. Parfait, merci beaucoup à vous deux.